Quand on voit de la terre fraîche jetée sur un corps si petit, quelque chose en nous meurt aussi. Et personne ne nous prépare jamais à ce genre de douleur. Bonjour, mes chers amis, c'est Mamie Béatrice, 76 ans, parlant depuis mon petit salon à Nantes. En France, la climatisation tourne. Car cette chaleur d'été est implacable, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai un toit sûr au-dessus de ma tête. J'ai du mal à croire que je peux dire cela, après tout ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfermée dans mon cœur pendant plus de 50 ans. Une histoire d'amour qui s'est transformée en cauchemar, de rêves brisés et d'une douleur qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Avant de commencer ce voyage difficile, je vous demande une petite faveur du fond du cœur. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez. Cela me touche de savoir où mes mots voyagent, et partagez, si vous le souhaitez, un peu de votre histoire. Cela m'aide à continuer de partager mes récits, et peut être à aider d'autres personnes qui vivent ce que j'ai vécu. La vie n'est pas facile, mais ensemble, nous sommes plus forts, n'est-ce pas? Je suis né en 1949, dans une maison simple à Clermont-Ferrand. Quand la ville était encore un centre industriel animé, mon père travaillait dans une usine automobile. Un homme honnête, qui partait avant l'aube, et rentrait après la nuit. Ma mère était couturière, et m'apprenait l'art de l'aiguille, et du fil dès mon jeune âge. Béatrice, disait-elle toujours, avec une aiguille en main, tu ne mourras jamais de faim. Et elle avait raison, c'est cette compétence qui m'a nourri pendant des années. Nous étions 5 frères et sœurs, tous entassés dans cette maison de 2 chambres. Nous n'avions pas grand-chose, mais il ne manquait jamais de nourriture sur la table, ni d'amour. Mes parents, que Dieu ait leurs âmes, étaient stricts. Mais justas, la seule richesse qu'ils pouvaient nous donner était l'éducation, et ils insistaient pour que nous étudions tous au moins jusqu'au lycée. Ce qui était significatif à l'époque, j'étais une fille rêveuse. Vous savez, je passais des heures à regarder les magazines de mode que ma mère rapportait de ses clients plus riches, imaginant qu'un jour, j'aurais de jolies robes comme celle-là. À l'école, j'étais appliquée, surtout en français, et en arts. J'aimais écrire des petites histoires et rêvais de devenir enseignante. Je trouvais les professeurs, avec leurs cahiers et leurs livres, si élégants, respectés de tous. À 17 ans, j'obtenais mon premier emploi, dans un magasin de vêtements au centre-ville. Ce n'était pas grand-chose. Je rangeais les portants, aidais les clients, faisais de petites retouches. Mais pour moi, cela représentait l'indépendance. Je pouvais aider à la maison, et économiser un peu pour mes rêves. Je continuais à étudier le soir, déterminée à obtenir mon diplôme d'enseignante. C'est à cette époque, en travaillant au magasin, que je rencontrai Jacques. Mon Dieu, qu'il était beau, grand, cheveux noirs, avec ses yeux verts, qui semblaient voir à travers vous. Il travaillait dans un magasin de chaussures en face, et venait toujours acheter des cigarettes au kiosque devant notre boutique. Un jour, il me surprenait à le regarder, et souriait, un sourire qui illuminait toute la journée. Bonjour, mademoiselle, votre robe va avec vos yeux, disait-il. La première fois qu'il trouvait le courage de me parler, j'étais si troublée que je pouvais à peine le remercier. Il avait 23 ans, 6 ans de plus que moi, et une assurance qui me fascinait. Il parlait comme si le monde entier était à ses pieds. Au début, c'était juste cela, des sourires échangés par la vitrine, des salutations rapides quand nous nous croisions dans la rue, puis venaient les petits mots qu'il laissait au kiosque pour le vendeur, qui me les donnait. Petits poèmes, déclarations timides, invitations pour un café, que je refusais d'abord par timidité, et par souci de ce que dirait ma mère. Une jeune fille convenable ne sort pas seule avec un homme qu'elle connaît à peine, avertissait-elle toujours. Et je respectais cela, j'avais été élevé ainsi. Mais Jacques était persistant. Un jour, il entrait dans le magasin comme client. Il voulait acheter une cravate pour son père, disait-il. Il passait presque 1 heure là, essayant des cravates, me faisant rire avec ses histoires. Quand mon patron ne regardait pas, il m'invitait à nouveau pour ce café. Juste un petit café au bistrot du coin, un endroit public, plein de monde. Votre réputation restera intacte. Je le promets. Je cédais enfin. Ce premier café se transformait en plusieurs autres. Bientôt, nous nous rencontrions régulièrement après le travail. Parfois juste pour marcher en ville. Avant de rentrer chacun chez soi, il était charmant, parlait si bien, avait de grands projets. Je vais ouvrir mon propre magasin un jour.
Tu verras, je ne serai pas vendeur toute ma vie. J'ai une vision pour les affaires. Mes parents étaient méfiants au début. Papa surtout trouvait Jacques trop poli, qu'il parlait comme un vendeur d'huile de serpent. Mais avec le temps, il gagnait leur confiance aussi. Il arrivait chez nous avec des petits cadeaux, un gâteau pour maman, un paquet de café spécial pour papa, des bonbons pour mes jeunes frères et sœurs. Jeune homme éduqué, admettait enfin mon père après quelques mois. Au moins, il semble avoir un avenir. Nous sortions ensemble pendant 2 ans. Les années les plus heureuses de ma vie jusque-là. Jacques me traitait comme une princesse. Je me souviens d'un anniversaire, où il économisait des mois pour m'emmener dans un restaurant chic en ville. Un de ceux avec des serviettes en tissu, et des serveurs en nœuds papillons. Je me sentais au 7e ciel, pour une fille simple de Clermont-Ferrand. C'était du pur luxe. Je continuais à étudier, et il me soutenait. Je veux une femme intelligente, disait-il, pas quelqu'un qui sait seulement cuisiner. Cela me charmait. C'était si différent des autres jeunes hommes que je connaissais, qui ne voulaient que des filles pour s'occuper de la maison et avoir des enfants. Fin 1968, il me demandait en mariage. C'était un dimanche après la messe. Nous étions assis sur un banc dans un parc, mangeant une glace, quand il sortait une petite boîte de sa poche. La bague était simple, une petite pierre, mais pour moi, elle valait plus que n'importe quel diamant. Je veux que tu sois ma femme, Béatrice. Je veux construire une vie avec toi. Nous nous marions 6 mois plus tard, dans une cérémonie simple à l'église du quartier, moi dans ma robe blanche cousue par ma mère, lui dans un nouveau costume bleu marine. Nous n'avions pas d'argent pour une grande fête, juste un déjeuner chez mes parents pour la famille proche. Mais nous étions heureux, pleins de rêves. Nous emménagions dans une petite chambre louée près de chez mes parents. C'était petit, mais propre. Je prenais soin de la décorer, faisais des rideaux colorés, das kuchinhos brodes. Je voulais que notre petit coin soit chaleureux, un vrai foyer. Jacques continuait à travailler au magasin de chaussures. Maintenant comme gérant, j'avais réussi à terminer mon diplôme d'enseignante et enseignais dans une école de quartier. Je ne gagnais pas beaucoup, mais cela aidait avec les dépenses, et je me sentais épanoui. J'aimais les enfants, et pouvoir enseigner était une immense joie. Les premiers mois de mariage étaient comme un rêve. Jacques rentrait du travail, m'enlaçait fort, demandait comment s'était passée ma journée. Parfois il apportait une petite fleur, un chocolat, de petites surprises pour me faire plaisir. Les week-ends, nous allions au cinéma, ou simplement nous promener en ville, faisant des projets, imaginant l'avenir. Nous aurons 3 enfants, disait-il, 2 garçons et une fille, dans cet ordre, et nous rions, comme si nous pouvions vraiment choisir. Mais c'est après le 6e mois que les choses commençaient à changer, d'une manière si subtile, qu'à l'époque, je ne le remarquais pas vraiment. C'était comme cette histoire de la grenouille dans l'eau, qui chauffe peu à peu, quand elle réalise que l'eau bout, il est trop tard pour sauter. La première fois que je remarquais quelque chose de différent était quand je rentrais 20 minutes en retard de l'école. J'avais discuté avec la mère d'un élève qui avait des difficultés. En entrant, Jacques était déjà là, assis dans notre petit salon, le visage sévère. « Où étais-tu » demandait-il, sans le baiser habituel. « À l'école, en train de parler avec la mère d'un élève. Pourquoi ? L'école finit à 17. Il est 17h20. Oui. Mais Madame Dupont voulait parler de petit Bernard. Il a du mal avec les mathématiques. La prochaine fois, préviens-moi. » J'étais inquiet. À l'époque, cela semblait même doux. Il s'inquiétait pour moi. Il était attentionné. Je ne réalisais pas que c'était le premier signe du contrôle, qui viendrait plus tard. Bientôt venait la question de l'argent. Jacques décidait que nous devrions avoir un compte commun, où tout notre argent serait déposé. Nous sommes un couple maintenant. Béatrice, c'est qui est à moi, est à toi, et c'est qui est à toi, est à moi. J'étais d'accord. Bien sûr, cela faisait sens. Nous étions une famille. Je ne remarquais pas que peu à peu, il commençait à questionner chaque centime que je dépensais. Avais-tu vraiment besoin d'acheter ce tissu ? Ce rouge à lèvres n'est-il pas trop cher ? Pourquoi as-tu dépensé autant à l'épicerie cette semaine ? Il y avait toujours une explication qui semblait raisonnable. Nous économisions pour acheter notre propre maison. Nous voulions une meilleure vie pour les enfants à venir. C'était de la prudence financière, pas du contrôle. Du moins, c'est que je pensais. Puis venaient les suggestions sur mes vêtements.
Cette robe n'est-elle pas un peu trop décolletée pour une enseignante? Cette jupe montre trop ta silhouette. Les parents des élèves pourraient se faire des idées, toujours avec ce ton de sollicitude, de quelqu'un qui ne veut que le meilleur pour moi. Et moi, naïve que j'étais, je trouvais cela normal, je trouvais même cela gentil, qu'il se soucie tant de ma réputation, de notre image de couple. Je ne réalisais pas qu'il me modelait lentement, me diminuait, me transformait en l'ombre de celle que j'étais. Les visites à ma famille devenaient aussi plus rares. Il y avait toujours une raison. Jacques était fatigué, il devait travailler le lendemain. Mon père avait fait un commentaire qui l'avait offensé. Ma mère se mêlait trop de nos vies. Peu à peu, l'intervalle entre les visites augmentait, de chaque semaine à toutes les 2 semaines, puis une fois par mois, puis seulement pour les occasions spéciales. Nous sommes notre propre famille maintenant. Beatrice, nous devons construire nos propres traditions. Nos propres moments. Quand nous fessions 1 an de mariage, nous vivions déjà dans un autre quartier, plus loin. Jacques avait obtenu une promotion dans un magasin plus grand de l'autre côté de la ville. Le loyer était plus cher, mais l'appartement était meilleur. La justification pour le déménagement était irréfutable. C'était plus près de son travail. Nous économiserions sur le transport. Le fait que c'était un trajet de 2 heures jusqu'à la petite école où j'enseignais, et presque 3 heures jusqu'à la maison de mes parents, était un petit inconvénient que je devais accepter pour le bien de notre famille. C'est alors qu'il commençait à suggérer que je devrais être arrêté de travailler. Tu arrives si fatigué chaque jour, Béatrice, et regarde combien tu dépenses en transport, il ne reste presque rien de ton salaire. Je résistais à cette idée. J'aimais enseigner, j'aimais mes élèves, c'était plus qu'un travail, c'était une vocation. Mais la pression augmentait. Jacques appelait maintenant l'école plusieurs fois par jour pour vérifier si j'allais bien. Les autres enseignants commençaient à me regarder étrangement. La directrice m'appelait pour parler. Béatrice, votre mari semble très attentionné. Tout va bien à la maison. Je rougissais de honte. Bien sûr, Madame Bisset. Il s'inquiète beaucoup. Vous savez comment c'est. Elle ne semblait pas convaincue, mais n'insistait pas. À l'époque, les problèmes conjugaux étaient des affaires privées. Personne n'intervenait. C'est pendant cette période que je tombais enceinte pour la première fois. La joie était immense. Nous allions enfin avoir notre premier enfant. Jacques semblait radieux. Il redevenait cet homme attentionné du début. Mais dorlotante, préoccupé par mon bien-être, maintenant. Tu devras vraiment quitter ce travail, disait-il, mais d'une manière si aimante, que cela ne semblait pas un ordre. Notre bébé a besoin d'une mère reposée, bien nourrie. Et après la naissance, le bébé aura besoin de toi à plein temps. Otze. Quand je complétais 3 mois de grossesse, je démissionnais de la petite école. C'était un des jours les plus tristes de ma vie. Mes élèves faisaient des cartes d'adieu. La directrice m'enlaçait fort et murmurait « Les portes seront toujours ouvertes pour vous. Béatrice, ne l'oubliez pas. Anne. » Les mois suivants étaient paisibles. Jacques faisait vraiment des efforts pour me rendre heureuse. Il apportait des fruits frais, dont j'avais envie, massait mes pieds gonflés le soir, parlait au ventre grandissant. Pendant un temps, je pensais avoir retrouvé l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Nous commencions à préparer la chambre du bébé. Jacques faisait des heures supplémentaires pour acheter le berceau, le trousseau. Je cousais de petits vêtements, brodais des linges, faisais des chaussons. Nous étions heureux, vraiment heureux. Du moins, je l'étais. Au 7e mois de grossesse, je recevais la nouvelle que mon père avait eu un AVC. Il était à l'hôpital dans un état grave. Quand je le disais à Jacques, je m'attendais à ce qu'il lâche tout et m'emmène voir mon père immédiatement. Au lieu de cela, il fronçait les sourcils. Ce n'est pas bon pour toi de t'agiter dans ton état. Béatrice, pense au bébé. Attendons de meilleures nouvelles avant de visiter. Mais Jacques, c'est mon père. Ça pourrait être la dernière fois que je le vois vivant. Exactement. L'émotion pourrait te nuire, provoquer un accouchement prématuré. C'est trop risqué. J'essayais de discuter, de se plaire, mais il était inflexible. Il ne m'emmènerait pas à l'hôpital, et ne me laisserait pas y aller seul. Pour le bien du bébé, je passais toute la nuit à pleurer, priant pour que mon père tienne, jusqu'à ce que je puisse le voir. 3 jours plus tard, nous recevions la nouvelle. Mon père était décédé, sans que je puisse lui dire adieu. C'était la première fois que je haïssais Jacques, que je ressentais une colère profonde, amère. Mais j'étais si dépendante de lui, financièrement, émotionnellement, que j'avalais ce sentiment.
Après tout, il ne faisait que prendre soin de moi, et du bébé, n'est-ce pas? Du moins, c'est que je me répétais. À l'enterrement, auquel Jacques me permettait enfin d'assister, ma mère remarquait quelque chose. Béatrice, cet hématome sur ton bras, que s'est-il passé? Je tirai rapidement la manche de ma robe pour le couvrir. Vienne, maman. Je me suis cogné contre l'armoire de la cuisine. Je ne lui disais pas pour la dispute de la veille. Quand Jacques saisissait mon bras avec force pour m'empêcher de sortir seul acheter des fleurs pour la veillée, je ne disais pas comment il commençait à utiliser la force physique pour me calmer, quand j'étais trop émotive, car à ce moment, avec un bébé sur le point de naître, et un père fraîchement enterré, la dernière chose que je voulais, était d'admettre que j'avais fait une terrible erreur en épousant Jacques, que cet homme charmant s'était transformé en un monstre contrôlant, que j'étais piégée dans une cage dorée, qui se rétrécissait chaque jour. Mais le pire était encore à venir. Et rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce qui se passerait après la naissance de notre fils, Michel, naissait par une nuit chaude de janvier 1967. C'était presque 20 heures de travail, seul dans cette salle froide de l'hôpital public. À l'époque, les maris ne pouvaient pas accompagner l'accouchement. Ils attendaient dans la salle d'attente, fumant, et faisant les 100 pas. Quand j'entendais enfin le cri fort de mon garçon, c'était comme si le monde entier s'arrêtait. Ya no oublierai jamais. Quand l'infirmière plaçait ce petit paquet rouge, pleurant, dans mes bras, si petit, si parfait, avec les yeux verts de son père. Edmond Nazratrouché. Jacques entrait pour nous voir presque une heure plus tard. Il semblait ému, les yeux larmoyants, en tenant son fils pour la première fois. Mon garçon, mon petit homme, murmurait-il, berçant doucement Michel. À cet instant, je pensais que tout changerait, que la naissance de notre fils ramènerait le Jacques, dont j'étais tombée amoureuse. Pendant quelques semaines, c'était exactement ainsi. Jacques rentrait du travail, impatient de tenir le bébé, de lui donner le bain, de changer les couches. Il prenait des photos avec cet appareil Kodak, qu'il avait acheté exprès pour capturer chaque moment de notre fils. Il m'aidait même au milieu de la nuit. Quand Michel se réveillait en pleurant, il chauffait le biberon, pendant que moi, épuisée, essayais de calmer notre petit. Tu deviens une excellente mère, Béatrice, disait-il, me remplissant de fierté. Je me pliais en quatre, pour m'occuper du bébé, et garder la maison impeccable. Même si je ne dormais que 2 ou 3 heures par nuit, je voulais que Jacques rentre, et trouve tout parfait, le dîner prêt, le bébé propre, être souriant, moi apprêté, attendant à la porte, comme dans ces magazines français, que je feuilletais chez le coiffeur. Mais peu à peu, la fatigue s'accumulait. Michel avait de terribles coliques, qui le faisaient pleurer pendant des heures. Je marchais dans la maison au milieu de la nuit, chantant, chant, essayant de le calmer, pendant que Jacques dormait. J'ai besoin de me reposer pour le travail demain. Est-elle excuse? Tu peux dormir pendant la journée. Quand il dort, sauf que Michel dormait rarement plus de 40 minutes d'affilée. Quand il s'endormait enfin, je me précipitais pour laver le linge, cuisiner, nettoyer la maison. Je n'avais pas le temps de me reposer. Je commençais à perdre du poids. De profonds cernes marquaient mon visage dans le miroir. Mes cheveux, autrefois ma fierté, vivaient maintenant en un chignon désordonné, sans vie. C'est à cette époque que l'irritation de Jacques commençait à se manifester. De petites choses le dérangeaient. Une tache sur sa chemise, le dîner légèrement retardé, un bouton manquant sur sa veste. Sa voix, autrefois douce, prenait un ton tranchant, qui me faisait tressaillir. Quel désordre ici. Béatrice, n'avais-tu pas toute la journée pour nettoyer la maison? Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Jacques, j'ai à peine pu prendre une douche aujourd'hui. Débrouille-toi. D'autres femmes y arrivent. Je commençais à vivre dans un état d'anxiété constant, essayant de prévoir ceux qui pourraient l'irriter, me pliant en 4 pour éviter toute raison de plainte. Quand Michel avait 3 mois, Jacques se plaignait que je ne lui donnais pas assez d'attention en tant que mari. Tu n'as Dieu que pour le garçon maintenant. Et moi, j'ai aussi des besoins, tu sais. J'essayais d'expliquer que j'étais épuisée, que je tenais à peine debout à la fin de la journée, que mon corps récupérait encore de l'accouchement. Cela ne servait à rien. La nuit suivante, il arrivait avec un bouquet de roses et une nouvelle robe. Médecin, ma mère vient chercher Michel. Nous sortons dîner, mais il est encore trop petit pour être loin de moi. Et l'allaitement,
J'ai déjà acheté du lait en poudre. Ça te fera du bien de sortir un peu de cette maison, de t'habiller comme une femme, au lieu de ressembler à une ménagère négligée. » Ces mots me blessaient profondément. Peut-être avait-il raison. Peut-être négligeais-je mon apparence, me consacrant trop au bébé, et oubliant mon mari. Je mettais la robe, un peu serrée sur mes seins gonflés de lait, appliquais du rouge à lèvres, essayais d'avoir l'air heureuse de ce cadeau. Le dîner était tendu. Je pouvais à peine me concentrer sur la conversation. Inquiète pour Michel, Jacques buvait beaucoup plus que d'habitude, parlait fort, plaisantait avec le serveur. En rentrant, sa mère était déjà partie. Michel dormait dans le berceau, mais se réveillait quelques minutes plus tard, pleurant désespérément. « Il doit avoir faim, disais-je. Me précipitant pour le prendre, Jacques saisissait mon bras avec force. Laisse-le pleurer un peu. Nous devons finir notre soirée. Si, qui suivait, me fait encore mal à me souvenir. Pandan, que mon fils pleurait dans la pièce à côté. Jacques exigeait ses droits de mari. C'était rapide, douloureux, humiliant, quand il me laissait enfin aller vers le bébé. Michel était violet à force de pleurer, sa couche trempée, refusant le biberon de lait en poudre laissé par sa grand-mère. Cette nuit marquait un changement définitif dans notre mariage. Jacques commençait à exiger que je sois une épouse avant d'être une mère. Il critiquait le temps que je passais avec Michel, disant que je gâtais le garçon avec trop d'attention. Trop de collins. Un homme doit apprendre à être fort dès le plus jeune âge, répétait-il. Quand je courais apaiser les pleurs du bébé, tu vas faire de mon fils une mauviette, si tu continues ainsi. Madio. Michel grandissait vite, s'asseyant déjà seul. Souriant, quand il me voyait. Riant, quand je faisais des grimaces. C'était un bébé magnifique. Plein de filles. Jacques semblait fier, quand il le montrait à ses amis et collègues. Mais à la maison, c'était différent. Il était agacé par le bruit, par les jouets éparpillés, par l'attention que le bébé demandait. Ce garçon ne sait que pleurer. Je ne supporte plus ce bruit. C'est lors d'un de ces éclats de colère qu'il frappait Michel pour la première fois. Notre fils avait 8 mois, apprenant à ramper, et renversait le cendrier plein sur le tapis du salon. Jacques, qui regardait un match de football à la télévision, se levait d'un bond et donnait une claque sur la petite main du bébé, assez fort pour laisser une marque. Le cri de douleur et de frayeur de mon fils était comme un couteau dans ma poitrine. Je courais pour le prendre, mais Jacques me repoussait. Laisse-le apprendre. Il doit savoir qu'il y a des conséquences quand il fait des bêtises. C'est juste un bébé. Jacques, il ne comprend pas ce qu'il a fait. Et il continuera à ne pas comprendre si tu continues à le dorloter tout le temps. Cette nuit-là, quand Jacques s'endormait enfin, je prenais Michel dans le berceau et l'amenais dans la cuisine. Assise à la petite table avec mon fils blotti sur mes genoux, je pensais pour la première fois à partir, retourner chez ma mère. Recommencer, n'importe quoi pour protéger mon fils de cet homme que je ne reconnaissais plus. Mais où irais-je? Ma mère pouvait à peine subvenir à ses besoins après la mort de mon père. Je n'avais pas d'économie propre. Tout l'argent allait sur le compte contrôlé par Jacques. Je n'avais plus de contact avec des amis, des collègues de l'école, où j'avais enseigné. J'étais complètement isolé, dépendant. Je décidais que je devais tenir, au moins jusqu'à ce que je trouve un plan, obtenir un travail secret. Pendant que Jacques était absent, économiser de l'argent caché, préparer une évasion. Mais avec un petit bébé, cela semblait impossible. Les mois suivants étaient d'une tension constante. Jacques trouvait à redire sur tout. La nourriture, le ménage, les pleurs de Michel, mon apparence. Les claques sur la main du bébé devenaient fréquentes pour des désobéissances de plus en plus futiles, renverser de la nourriture, faire du bruit pendant les informations télévisées, pleurer. Quand son père essayait de le tenir, il me déteste. Tu as empoisonné mon fils contre moi, criait Jacques, comme si un bébé de moins d'1 an pouvait élaborer de tels sentiments. Je commençais à remarquer que Michel devenait vraiment tendu. Quand son père rentrait, il arrêtait de jouer, restait très silencieux dans un coin, comme s'il essayait de se rendre invisible. À seulement 1 an, il avait déjà appris à craindre son propre père. Cela me brisait le cœur. Quand Michel commençait tout juste à faire ses premiers pas, Jacques annonçait qu'il avait une surprise. Nous allions passer la journée au zoo, comme une famille normale. J'étais excité par l'idée. Cela faisait si longtemps que nous n'étions pas sortis pour quelque chose d'amusant. J'habillais Michel avec sa plus belle tenue, préparais un sac avec des couches, des biberons,
des biscuits. Je mettais même du rouge à lèvres, et une robe fleurie, essayant de raviver quelque chose de notre ancienne relation. La sortie commençait bien. Michel était enchanté par les animaux. Pointant, et balbutiant ses premiers mots, waf waf, pour n'importe quel animal, lion ou singe. Jacques semblait détendu, prenant des photos, achetant de la barbe à papa, tenant son fils pour mieux voir les animaux dans leurs enclos. Il semblait le père, dont j'avais toujours rêvé, jusqu'à ce que, sur le chemin du retour, nous tombions dans un trafic terrible. La voiture était chaude, Michel commençait à s'agiter, pleurant. J'essayais de le distraire avec des jouets, des chansons, mais rien ne fonctionnait. Jacques serrait le volant fort, son visage devenant de plus en plus rouge. Fais taire ce garçon. Béatrice. Je ne supporte plus ses pleurs. Il est fatigué. Il a chaud. C'est normal. Ça va passer. Michel pleurait plus fort, donnant des coups de pied dans le siège auto improvisé. À l'époque, il n'y avait pas les sièges de sécurité d'aujourd'hui. Soudain, Jacques freinait brutalement sur le bas-côté, avec une secousse, qui nous projetait en avant. Donnez-les-moi, je vais lui apprendre à se taire. Non. Jacques, c'est juste un bébé. Mais il s'était déjà retourné sur le siège arrière, tirant Michel par le bras si fort, que mon fils criait de douleur. J'essayais de l'arrêter, me jetais entre eux, recevais une gifle au visage, qui me laissait étourdi. Écarte-toi, Béatrice, ce morveux doit apprendre à respecter son père. Si, qui suivait, était un cauchemar. Là, sur le bas-côté de l'autoroute, avec les voitures passant à grande vitesse, Jacques battait notre fils. Pas seulement des claques sur la main, ou les fesses, comme avant, mais des gifles au visage. À la tête, Michel criait de panique. Son petit visage chelou, ses yeux écarquillés de terreur. Je devenais désespéré, essayant de protéger mon fils, recevant certains des coups. Je criais à l'aide, mais le bruit des voitures avalait ma voix. Enfin, je réussissais à attraper Michel, et me recroquevillais avec lui dans un coin du siège, formant une barrière avec mon corps. As-tu perdu la raison? Tu vas tuer notre fils. Jacques s'arrêtait, haletante, regardant ses propres mains, comme s'il ne reconnaissait pas ce qu'il venait de faire. Michel sanglotait contre ma poitrine, tremblant. Un filet de sang coulait de sa petite narine. Il me rend fou, marmonnait Jacques, passant la main dans ses cheveux. S'il se comportait correctement, ça n'arriverait pas. Nous rentrions chez nous dans un silence mortel. Michel finissait par s'endormir, épuisé d'avoir tant pleuré. Je regardais par la fenêtre, les larmes coulant silencieusement. Une décision se formant dans mon esprit. Peu importe comment, peu importe où, nous devions fuir. Mon fils ne survivrait pas longtemps dans cette maison. Cette nuit-là, après que Jacques s'endormait, je faisais un petit baluchon avec quelques vêtements et un peu de nourriture. Que j'avais réussi à cacher au fil des mois. Quelques pièces ici, et là des restes de monnaie de l'épicerie, gardés dans une boîte à biscuits au fond du placard. C'était peu, très peu, mais cela devrait suffire. Je prévoyais de partir le lendemain matin. Dès que Jacques irait travailler, j'irais à la gare routière, prendrais un bus pour n'importe où loin d'ici. Être une petite ville, où le coût de la vie était plus bas. Je trouverais un travail, un endroit où loger. N'importe quoi serait mieux que cet enfer, mais le destin avait d'autres plans pour nous. Le lendemain matin, Jacques annonçait qu'il ne travaillerait pas. Il avait pris un jour de congé pour réparer ce qui s'était passé hier. Nous allons être une vraie famille à partir d'aujourd'hui. Béatrice, plus de cris, plus de problèmes. Je le promets, j'avais entendu des promesses comme celle-là avant. Après chaque explosion de violence venaient les remords, les vœux de changement, les petites gentillesses, qui duraient quelques jours, avant que tout redevienne comme avant. C'était un cycle que je connaissais trop bien, mais ce jour-là, Jacques semblait différent, plus calme, plus centré. Il jouait avec Michel le matin, avec une patience qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. Il m'aidait même à préparer le déjeuner, parlant de projets d'avenir. Comme autrefois, je pense à nous faire déménager dans une maison plus grande, avec une cour pour que le garçon joue. Ken penses tu? Je répondais mécaniquement, souriant au bon moment, acquiesçant à tout. À l'intérieur, j'étais en morceaux. Mon plan d'évasion était reporté. Mais si un abandonnerait espace, pas après ceux que j'avais vus la veille, pas après avoir réalisé que la violence ne faisait qu'augmenter, qu'un jour, il pourrait être trop tard. Dans l'après-midi, Jacques annonçait qu'il allait à l'épicerie acheter une glace, une gâterie,
pour le petit champion. Dès qu'il partait, je courais chercher le baluchon caché. C'était ma chance. Nous avions peu de temps. J'habillais Michel. Quand j'entendais la porte d'entrée s'ouvrir, Jacques était revenu trop vite. Il n'y avait pas de glace dans ses mains. Son regard allait directement au baluchon de vêtements sur le lit. Au sac de bébé préparé. Qu'est-ce que c'est, Béatrice? Pensais-tu t'enfuir? Mon sang se glaçait. J'essayais d'improviser une excuse. J'étais juste en train de ranger des vieux vêtements à donner et organiser le sac de Michel pour demain. Son visage se tordait en une grimace que je connaissais trop bien. Menteus, tu allais t'enfuir. Tu allais m'enlève mon fils. Il avançait vers moi, les poings serrés. Michel, sentant le danger, commençait à pleurer désespérément. J'essayais de courir à la salle de bain, verrouiller la porte, gagner du temps, mais il était plus rapide. Il saisissait mes cheveux, tirant si fort que je sentais des mèches se détacher de mon cuir chevelu. Personne ne va m'enlever mon fils. Comprise. Personne. Qui suivait, était la pire correction que j'avais jamais subie. Coups des poings, gaifos, coups des pieds. Quand je tombais au sol, Michel criait dans le berceau, tendant ses petits bras vers moi, appelant « Maman, maman ». Les seuls mots qu'il savait dire. Quand Jacques s'arrêtait enfin, j'étais à demi conscient, le visage gonflé, goûtant la saveur métallique du sang dans ma bouche. Il attrapait Michel dans le berceau avec brutalité. « Je vais donner un bain à mon fils, et quand je reviendrai, je veux ce désordre nettoyé. Et le dîner prêt, complice ». Je hochais faiblement, sans force pour parler. J'entendais la porte de la salle de bain se fermer, l'eau commençait à couler. Michel pleurait encore, mais le son était bientôt étouffé. Avec un effort surhumain, je me traînais jusqu'au téléphone dans le salon. Mes mains tremblaient tant que je pouvais à peine composer. J'appelais le seul numéro que je connaissais par cœur, outre celui de ma mère, celui de ma ancienne directrice, Madame Sophie Bisset. Elle avait dit que les portes seraient toujours ouvertes pour moi. J'espérais désespérément que ce n'était pas juste une phrase de politesse. Bonjour. La voix familière, à l'autre bout de la ligne, me donnait un éclat d'espoir. Madame Bisset. Ma voix n'était qu'un murmure rauque. Aidez-moi. Il va tuer mon fils. Je ne pouvais rien dire de plus. J'entendais un bruit venant de la salle de bain qui gelait mon âme. Ce n'était plus des pleurs, mais des sons d'étouffement, de lutte. Je lâchais le téléphone et me traînais dans le couloir, mon corps protestant de douleur à chaque mouvement. La scène que je trouvais dans la salle de bain me entra jusqu'à mon dernier jour. Quand j'ouvrais cette porte de salle de bain, le monde semblait ralentir. Jacques était penché sur la baignoire, tenant Michel sous l'eau. Mon fils se débattait, ses petits yeux écarquillés de terreur, des bulles d'air s'échappant de sa petite bouche. L'eau, qui aurait dû être chaude et accueillante, était glacée. Je découvrais plus tard qu'il avait rempli la baignoire d'eau froide pour calmer ce morveux bruyant. Je ne sais pas d'où je trouvais la force, mon corps était brisé par les coups. Mais quelque chose de primitif. Cet instinct de mère, qui surpasse toute douleur physique, me faisait avancer comme une lionne. Je ne réfléchissais pas. Je saisissais la lampe en céramique sur l'étagère de la salle de bain et frappais Jacques à la tête avec toute la force que je pouvais rassembler. Il reculait en titubant. Surprise. Lâchant Michel, je plongeais mes bras dans l'eau glacée. Et Thérèse Monfils. Ses lèvres étaient bleues, toussant et vomissant de l'eau. Mais respirante, vivant. Grâce à Dieu, vivant. Femme folle, que fais-tu? Jacques se remettait du coup. Du sang coulait d'une coupure à sa tempe. Ses yeux n'étaient plus humains, comme ceux d'un animal enragé, injecté de sang, sans trace de l'homme dont j'étais autrefois amoureuse. Je pressais Michel contre ma poitrine et essayais de courir vers la porte, mais il était plus rapide. Il saisissait mon bras avec force, tordant jusqu'à ce que je crie de douleur. Michel pleurait, trempé, être laid, tremblant contre moi. Tu ne vas nulle part avec mon fils. Comprise, nous les partent. Oye. À cet instant, j'entendais ce qui semblait être le plus doux son du monde. Des sirènes approchant, puis des coups forts à la porte d'entrée. Police. Ouvrez la porte. Le visage de Jacques se transformait. La haine cédait à la panique. Il lâchait mon bras et reculait, regardant autour de lui comme un animal acculé. Qu'as tu fait? Béatrice. Qui as-tu appelé? Les coups à la porte s'intensifiaient. Ouvrez maintenant, ou nous enfonçons la porte. Jacques semblait indécis, entre continuer l'agression, ou tenter de fuir. Je profitais de cet instant d'hésitation pour courir avec Michel au salon.
criant à l'aide avec ceux qui restaient de ma voix. La porte cédait, avec un fracas. 2 agents de police entraient, armes dégainées. Derrière eux, à ma surprise, était Madame Sophie Bisset, ma ancienne directrice, son visage déformé par l'horreur en me voyant dans cet état. Mon Dieu, Béatrice, que t'a-t-il fait? Je m'effondrais au sol, tenant toujours Michel contre ma poitrine. Ce n'est qu'alors que je réalisais que mon fils était trop silencieux. Je regardais son petit visage, ses lèvres avaient encore une teinte bleutée, sa respiration faible et irrégulière. Mon bébé, aider mon bébé, était tout ce que je pouvais dire. Avant que l'obscurité ne m'enveloppe, je me réveillais à l'hôpital, tout mon corps douloureux, des bandages et des pansements partout. La première chose que je faisais était de demander des nouvelles de Michel. L'infirmière essayait de me calmer, disant que le médecin viendrait me parler, mais j'insistais tant qu'elle cédait enfin. Votre fils est en soins intensifs pédiatriques, il est stable, mais il y a eu des complications dues à l'eau qu'il a avalée, et au temps sans oxygène adéquat. Je suppliais de le voir. Malgré les protestations de l'équipe médicale, je me traînais dans les couloirs, jusqu'à trouver mon bébé, relié à des tubes et des machines qui semblaient l'engloutir. Si petit dans ce lit d'hôpital, si fragile. Les médecins utilisaient des termes que je comprenais à peine: pneumonie par aspiration, hypoxie cérébrale, état critique, moins stable. Je passais des jours à ce chevet, priant comme je n'avais jamais prié. Je parlais à Michel tout le temps, racontais des histoires, chantais les chansons qu'il aimait, les suppliais de se battre, de revenir à moi. C'est là, en soins intensifs, avec l'odeur de désinfectant et le bip constant des machines, que la police venait prendre ma déposition. Je racontais tout depuis le début du mariage, comment le comportement de Jacques changeait graduellement, les agressions qui s'aggravaient, jusqu'au terrible moment dans la salle de bain. Chaque mot semblait arracher un morceau de mon âme. Mais je savais qu'il fallait parler, pour m'assurer que ce monstre ne s'approche plus jamais de mon fils. Il a été arrêté sur le fait, informait l'agent, un homme d'âge mûr avec des yeux bienveillants, qui contrastait avec son uniforme intimidant. Avec vos blessures documentées, et l'état du garçon, il devrait rester détenu jusqu'au procès. Je ressentais un soulagement momentané, vite remplacé par l'inquiétude plus urgente. La récupération de mon fils. Michel restait en soins intensifs pendant presque 3 semaines, quand il était enfin transféré dans une chambre ordinaire. Les médecins m'appelaient pour une conversation sérieuse. Madame Leroy, votre fils est hors de danger immédiat, mais nous devons parler de séquelles. Ces mots, séquelles, tombaient comme une pierre dans mon estomac. Le médecin, un homme âgé aux cheveux gris et aux lunettes à monture épaisse, choisissait ses mots avec soin, mais il n'y avait pas de manière douce de dire ce qu'il fallait dire. Le manque prolongé d'oxygénation peut avoir causé des lésions cérébrales. Il est encore trop tôt pour déterminer l'étendue exacte, mais nous observons des signes préoccupants dans les réflexes et les réponses. J'écoutais tout, comme si j'étais submergé, les mots me parvenant déformés. Lésions cérébrales, développement compromis, possible retard moteur et cognitif, suivi avec des spécialistes. Kinésithérapie, orthophonie, est-ce qu'il ira bien à nouveau? C'était la seule question que je pouvais formuler. Le médecin soupirait, retirant ses lunettes pour les nettoyer. Une geste qui semblait plus une façon de gagner du temps pour choisir ses mots. Le cerveau des nourrissons a une incroyable capacité de récupération et d'adaptation, mais il serait irresponsable de promettre une guérison complète. Votre fils aura besoin de soins spéciaux, de beaucoup de patience et d'amour. À cet instant, je faisais une promesse silencieuse à Michel et à moi-même. Je consacrerai chaque seconde de ma vie à aider mon fils à surmonter cela. S'il fallait déplacer des montagnes, je les déplacerais. S'il fallait lutter contre le monde entier, je lutterais. Quand nous étions enfin sortis de l'hôpital, nous n'avions nulle part où aller. Notre maison était scellée, faisant partie de l'enquête criminelle. Jacques restait en prison, mais sa famille, qui nous visitait rarement avant, apparaissait maintenant, exigeant des droits sur Michel. Ma belle-mère insinuait même que c'était moi qui étais responsable d'avoir provoqué son fils, jusqu'à ce qu'il perde la tête. C'était Madame Sophie Bisset qui nous sauvait à nouveau. Elle offrait la chambre d'amis de sa maison, jusqu'à ce que je puisse me réorganiser. À aussi long temps que nécessaire. Béatrice, vous n'êtes pas seule dans ceci.
Les mois suivants étaient une bataille constante. J'accompagnais Michel dans d'innombrables séances de thérapie, kinésithérapie pour renforcer les muscles, qui avaient perdu du tonus, orthophonie pour stimuler la parole, qui avait régressé, ergothérapie pour réapprendre les compétences de base. Chaque petit progrès était célébré comme une grande victoire. En parallèle, je faisais face au processus pénal contre Jacques. Je devais revivre chaque moment de ce cauchemar, maintenant devant des juges, des procureurs, des avocats. Sa défense essayait tout, prétendant que j'exagérais, que j'étais une mère émotionnellement instable, que l'accident dans la baignoire était ma faute pour avoir laissé un bébé seul avec un père inexpérimenté. Le procès traînait presque un an. À la fin, les preuves étaient trop irréfutables. Les marques sur le corps et l'esprit de Michel parlaient d'elles-mêmes. Jacques était condamné pour tentative de meurtre et agression, avec une peine qui semblait insuffisante, vu le mal causé. Mais au moins, cela signifiait que nous serions en sécurité pour les prochaines années. Avec l'aide de Madame Sophie, j'obtenais un emploi d'assistante à la même école où j'avais enseigné. Ce n'était pas un poste d'enseignante. Mon temps et mon énergie étaient principalement consacrés à Michel. Mais cela me permettait d'avoir un revenu, de reconstruire une certaine indépendance. L'école adaptait même mes horaires pour que je puisse emmener mon fils aux thérapies. Michel avait juste 2 ans. Quand je demandais le divorce, à l'époque, en 1969, le divorce n'était pas simple, ni bien vu par la société. Les femmes divorcées portaient un stigmate, étaient vues avec suspicion, comme si elles avaient échoué. Mais je ne me souciais plus de ce que les gens pensaient. Ma seule préoccupation était d'assurer la sécurité et le bien-être de mon fils. Les défis que nous affrontions étaient immenses. Michel avait des difficultés significatives. Il mettait beaucoup plus de temps que les autres enfants pour marcher à nouveau. Sa parole était limitée à quelques mots. Il avait des crises de panique quand il voyait de l'eau dans les baignoires ou les piscines, mais il avait aussi un esprit combatif qui me surprenait quotidiennement. Son sourire, ce sourire qui illuminait les yeux verts hérités de son père, revenait de plus en plus souvent. Peu à peu, nous construisions une nouvelle vie. Je louais un petit appartement, mais chaleureux, non loin de l'école où je travaillais. Je transformais la chambre de Michel en un espace stimulant, avec des couleurs vives, des jouets éducatifs, tout conçu pour aider son développement. J'apprenais des techniques de kinésithérapie et d'orthophonie pour continuer les exercices à la maison. Je lisais sans relâche sur les lésions cérébrales, le développement des enfants, les méthodes d'enseignement alternatives. Quand Michel avait 3 ans, les médecins faisaient une réévaluation complète. Le neurologue, un jeune médecin récemment arrivé d'une spécialisation à Paris, examinait tous les examens et l'historique. Madame Leroy, votre fils a fait des progrès remarquables, bien au-delà de ceux que nous attendions initialement. Ces mots étaient comme un baume pour mon cœur épuisé. Michel devrait encore affronter des défis, avoir besoin de thérapie et de suivi. Mais le dévouement portait ses fruits. Il parlait maintenant en petites phrases, pouvait courir, bien qu'avec un certain déséquilibre, montrait de l'intérêt pour les livres et les dessins. Cela est dû bien plus à votre dévouement qu'à toute intervention médicale, ajoutait le médecin. C'est dont cet enfant avait besoin. Outre les traitements, c'est exactement ce qui a Jésus, un amour inconditionnel et une stimulation constante. Ah, la vie suivait son cours. Ce n'était pas facile d'être une mère célibataire d'un enfant avec des besoins spéciaux en France dans les années 1970. Le préjugé était double, pour être divorcée et pour avoir un enfant différent. Mais je trouvais une force, là où je ne savais pas qu'elle existait, créant une armure contre les regards curieux, les commentaires malveillants, les opinions non sollicitées. Michel et moi devenions une équipe inséparable. Uluna Light, l'autre suivait. Nous apprenions ensemble à affronter les difficultés, à célébrer les petits accomplissements, à trouver de la joie dans les choses simples. Il m'apprenait plus sur le courage et la persévérance que n'importe quel adulte n'aurait pu. Quand Jacques approchait de la fin de 5 ans de prison, je recevais la nouvelle que je craignais le plus. Il avait obtenu une réduction de peine pour bonne conduite et serait bientôt libéré. La panique que je ressentais était indescriptible, même avec l'ordonnance de restriction obtenue, même sachant qu'il n'aurait plus de droits parentaux sur Michel. La peur qu'il revienne pour finir ce qu'il avait commencé me consumait.
C'est à cette époque que je prenais une décision drastique, nous devions disparaître, déménager dans une autre ville, recommencer là où personne ne nous connaissait, où Jacques ne pourrait nous trouver. J'expliquais la situation à Madame Sophie, qui prouvait une fois de plus être un ange dans nos vies. J'ai une sœur à Rennes, disait-elle. Elle dirige une école privée là-bas, et cherche des enseignants. Je peux lui parler. Expliquez votre situation. En moins d'un mois, nous avions déménagé en Bretagne. Nous laissions derrière l'appartement, la plupart des meubles, presque tout, qui pouvait nous relier à notre vie précédente. Madame Thérèse Lambert, la sœur de Sophie, nous accueillait à bras ouverts. J'obtenais l'emploi dans son école, un petit appartement dans le quartier de Tabor. Plus important, une nouvelle identité pour Michel. Et moi, Béatrice Leroy. Et Michel Leroy cessait d'exister. Officiellement, nous devenions Claire Dubois et Pierre Dubois. Nouveau document, nouvelle histoire de fond. J'étais veuve. Mon mari était mort dans un accident avant la naissance de notre fils. Pierre avait des complications à la naissance, ce qui expliquait ses difficultés de développement. Une histoire triste, mais assez courante pour ne pas soulever beaucoup de questions. Les années passaient. Pierre grandissait, affrontant des défis, mais en surmontant beaucoup. Il réussissait à compléter ses études dans des écoles régulières. Avec un soutien spécialisé, il avait des difficultés d'apprentissage dans certains domaines, surtout les mathématiques, mais excellait dans les arts et la musique. À 18 ans, il commençait à travailler dans une petite imprimerie, où son talent pour le dessin était valorisé. Pendant tout ce temps, je vivais dans la peur. Chaque coup à la porte me faisait sursauter. Chaque homme, qui ressemblait vaguement à Jacques dans la rue, me faisait traverser de l'autre côté. Les corps battantes, je ne m'engageais jamais romantiquement avec quelqu'un. Le traumatisme était trop profond. La priorité était mon fils. Et de plus, je ne pouvais risquer que quelqu'un découvre notre secret. J'apprenais par des contacts très prudents avec Madame Sophie, que Jacques nous avait bien cherché. Après sa libération, il était furieux de découvrir que nous avions disparu, menaçait des gens, essayait de poursuivre l'école où je travaillais. Finalement, il semblait qu'il avait abandonné, ou du moins, c'est ce que nous espérions, pendant de nombreuses années. En 1990, quand Pierre avait 23 ans, et travaillait à l'imprimerie depuis 5 ans, nous recevions une lettre qui changeait tout à nouveau. C'était de Madame Sophie, maintenant une dame âgée. La lettre informait, prudemment pour éviter de mentionner des noms, que cette personne était morte dans un accident de voiture, après avoir conduit ivre. Jacques était mort, après plus de 2 décennies. Nous pouvions enfin respirer sans peur. Pierre remarquait le changement en moi immédiatement. C'était comme si un poids invisible était retiré de mes épaules. Quand j'expliquais la raison, il restait silencieux longtemps. Penses-tu que nous devrions revenir à nos vrais noms? Demandait-il enfin. La question me surprenait. Après tant de temps comme Claire et Pierre Dubois, Yana savait se passe. Si nous pouvions redevenir Béatrice et Michel Leroy. De plus, Pierre n'avait pas de souvenir conscient de la vie avant Rennes. De qui nous étions vraiment? Yana savait se passe. Mon fils, je pensais que nous sommes déjà ceux que nous avons prétendu être si longtemps. Il hochait, pensif. Mais j'aimerais connaître notre vraie histoire, tout entière. C'est alors que je m'asseyais avec mon fils adulte et racontais, pour la première fois, tous les détails de notre vie précédente, les parties que j'avais adoucies, omises, pour le protéger. Je parlais de son père, de comment nous nous étions rencontrés, de comment l'amour s'était transformé en cauchemar. Je racontais ce terrible jour dans la salle de bain, comment j'avais failli le perdre, notre évasion, et la nouvelle identité. Pierre écoutait tout avec un calme, qui me surprenait. Quand je finissais, les larmes coulant sur mon visage, il prenait mes mains entre les siennes, des mains d'homme, cailleuses du travail, si différentes des petites mains, que j'avais autrefois protégées désespérément. Merci de m'avoir sauvé, maman, d'avoir lutté pour moi, quand je ne pouvais pas lutter pour moi-même. Ces simples mots rendaient tout le sacrifice, toute la lutte valable. Mon fils était vivant, était un homme bon, gentil, travailleur. Nous avions survécu, mais le destin réservait encore une dernière surprise. Oh non, que même dans mes pires cauchemars, Yana aures pu imaginar. Nous pensions que notre vie avait enfin trouvé une certaine paix. Après avoir appris la mort de Jacques, Pierre, oh Michel, notre vrai nom,
que nous n'utilisions qu'en conversation privée à la maison, prospérait à l'imprimerie. À 25 ans, il était promu designer principal, créant des logos et des supports pour des entreprises locales. Ces difficultés, bien que toujours présentes, ne l'empêchaient pas de mener une vie presque normale. Je continuais à l'école de Madame Thérèse, maintenant comme coordinatrice pédagogique. Après tant d'années, le mensonge était devenu notre vérité. Nous étions respectés dans la communauté, l'enseignante veuve dévouée, et son fils talentueux, qui surmontait les difficultés d'apprentissage. Nous avions même un petit appartement à nous, acheté avec beaucoup de sacrifices en versements interminables. C'était un mercredi pluvieux de mars 1993, que tout changeait à nouveau. Pierre était rentré tôt du travail, se plaignant d'un mal de tête sévère, une séquelle, qui le tourmentait encore occasionnellement. Depuis l'incident de l'enfance, j'étais à l'école, finalisant l'organisation d'une réunion parents-professeurs, quand la secrétaire m'appelait en urgence. « Madame Dubois, un homme veut vous parler. Il dit que c'est important, à propos de votre fils. » Mon cœur se glaçait immédiatement. Même après toutes ces années, la peur ne m'abandonnait jamais complètement. À la réception de l'école, je trouvais un homme d'environ 50 ans, cheveux grisonnants aux tempes, en costume bien coupé. Je ne le reconnaissais pas immédiatement. Madame Leroy, ou devrais-je dire Madame Dubois. Je sentais le sang se vider de mon visage. Personne à Rennes ne connaissait mon vrai nom. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis Claire Dubois. Il souriait, un sourire froid, qui n'atteignait pas ses yeux. Je pense que vous savez, Béatrice, je suis René Martin, le frère cadet de Jacques. Ça a pris du temps, mais je vous ai enfin trouvé. Vous et mon neveu. À cet instant, le monde semblait s'effondrer autour de moi. Le frère de Jacques. Je me souvenais à peine de lui. Il était beaucoup plus jeune, était dans l'armée, quand nous nous marions. Nous le voyions rarement. Comment nous avait-il trouvés après tant d'années? Que voulez-vous de nous? Jacques était morte, nous n'avons plus rien à voir avec votre famille. Oh, mais si, répondait-il, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Mon frère a laissé un testament. Tous ses biens doivent revenir à son fils. Michel, je vous cherche depuis des années. Depuis sa mort, enfin, un détective privé a réussi à retracer le changement d'identité. Je restais silencieuse, calculant quoi faire. Je devais rentrer à la maison. Aller à Pierre, être fuir à nouveau. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, continuait René, interprétant mon silence comme de la peur. Jacques était un homme troublé. Je l'ai toujours su. Si, qu'il vous a fait, à vous et au garçon, était impardonnable. Je suis ici seulement pour remplir mon obligation légale, remettre l'héritage à l'héritier légitime. Je ne lui faisais pas confiance une seconde. Son expression était trop semblable à celle de Jacques. Quand il mentait, les mêmes yeux calculateurs, le même sourire faux. Je vais y réfléchir. Je dois partir maintenant. Bien sûr, répondait-il doucement, me tendant une carte. Je loge au Grand Hôtel. Je serai là quelques jours. J'aimerais beaucoup rencontrer mon neveu. Oh, je quittais l'école, courant presque, ignorant les regards curieux. Je devais rentrer à la maison, vérifier si Pierre allait bien, décider quoi faire. Tout le trajet en bus. Mon cœur battait irrégulièrement. La pluie, qui tombait, semblait un présage de temps sombre revenant. En arrivant à notre immeuble, je remarquai immédiatement quelque chose d'étrange. La porte de l'appartement était entr'ouverte. Pierre ne laissait jamais la porte ainsi, surtout quand il avait mal à la tête. Pierre, appelai-je, poussant lentement la porte. Mon fils. Le silence, qui répondait, était inquiétant. Notre petit appartement semblait étrangement froid, comme si une présence maléfique y était passée. Dans le salon, rien ne semblait déplacé, mais en atteignant le couloir menant aux chambres, je voyais des marques de chaussures mouillées sur le sol, des marques qui n'étaient ni les miennes, ni celles de Pierre. Pierre, appelai-je plus fort, la panique grandissant. Es-tu là? J'ouvrais la porte de sa chambre, le cœur dans la gorge. Vide. Le lit défait indiquait qu'il s'était allongé pour se reposer, mais il n'était plus là, dans la cuisine et la salle de bain. Au consigne de lui. C'est alors que je remarquai quelque chose sur notre petit balcon. La porte vitrée était ouverte, laissant la pluie entrer et mouiller le sol. Je traversais le salon avec des pas tremblants, et c'est que je voyais sur le balcon me faisait pousser un cri qui semblait venir des profondeurs de mon âme. Pierre était allongé sur le sol mouillé, du sang mêlé à l'eau de pluie.
formant une flaque sombre autour de sa tête. À côté de lui, un pot de fleurs brisé, apparemment l'arme utilisée pour le frapper. Non. Mon fil. Non. Je tombais à genoux à côté de lui, mes mains, tremblantes, vérifiant son pouls. Il battait encore, faible, irrégulier, mais battait. Grâce à Dieu, il était vivant. La blessure à la tête saignait abondamment. Comme toutes les blessures au cuir chevelu. J'essayais de l'arrêter avec une serviette, tout en cherchant frénétiquement le téléphone pour appeler une ambulance. En composant le numéro d'urgence, j'entendais un bruit venant de la chambre. Je n'étais pas seul dans l'appartement. L'agresseur était encore là. Je laissais le téléphone décroché et saisissais la première chose qui pouvait servir d'arme. Un couteau de cuisine. Le cœur battant contre mes côtes, je me préparais à affronter qui que ce soit. Personne ne ferait plus de mal à mon fils. Tant que je respirais, la porte de ma chambre s'ouvrait lentement. Et là était René Martin. Mais comment? Je venais de le laisser à l'école. Je vois que vous avez rencontré mon fils, Julien, disait-il, avec un calme effrayant. Il est arrivé un peu plus tôt que je ne l'aurais voulu. C'est alors que je comprenais. Ce n'était pas René à l'école, mais son fils, qui devait être son portrait craché, un piège, et j'étais tombé dedans, laissant Pierre seul et vulnérable. De la chambre émergeait un autre homme, plus jeune, avec les mêmes yeux froids de la famille Martin. Il devait avoir environ 30 ans, l'âge que Jacques aurait eu quand il était mort. La ressemblance était troublante. Ce n'était pas censé se passer ainsi, disait le jeune homme, regardant Pierre allongé sur le balcon. Il a réagi. Essayez d'appeler la police. J'ai dû l'arrêter. Que voulez-vous? Demandai-je, le couteau fermement pointé sur eux, mon corps positionné entre les intrus. Et mon fils blessé. De l'argent. Nous n'avons rien de valeur ici. René riait, un son sec sans humour. Non. Béatrice, nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons la justice. Vous avez détruit mon frère, détruit notre famille. Jacques a tout perdu. Son travail, sa réputation, des années de sa vie en prison, et puis vous vous êtes enfui avec son fils, comme une voleuse dans la nuit. Votre frère a essayé de tuer notre fils. C'était un monstre abusif. Mensonges, rugissait-il, avançant d'un pas. Jacques était un homme bon, que vous avez rendu fou avec vos provocations. Votre névrose, il nous a tout raconté. Comment vous l'avez manipulé, comment vous avez utilisé le garçon contre lui. C'était surréaliste d'entendre cette version déformée de la réalité. Je réalisais alors qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec cet homme. Il avait passé des décennies à nourrir une haine basée sur les mensonges que Jacques racontait pour justifier ses actes monstrueux. Et que comptez-vous faire maintenant? Nostar. La police est déjà en route, bluffai-je, indiquant le téléphone décroché. Pendant un instant, je voyais du doute dans leurs yeux, mais alors Julien souriait, un sourire identique à celui de son père, qui peuplait encore mes cauchemars. Non, nous n'allons pas vous tuer, ce serait trop rapide. C'est qui suivait se passait à une vitesse étourdissante. Julien avançait vers moi, pendant que René contournait pour atteindre Pierre. Je réussissais à porter un coup au bras de Julien avec le couteau, le faisant reculer avec un cri de douleur. Je courais vers Pierre, essayant de le traîner à l'intérieur, loin de René. Mais c'était un combat inégal. René m'attrapait par les cheveux, tirant si fort que je sentais comme si mon cuir chevelu allait se déchirer. Julien, même blessé, réussissait à m'immobiliser, tordant mon bras, jusqu'à ce que le couteau tombe. Nous prenons le garçon, disait René, traînant déjà Pierre sur le sol, comme s'il était un sac d'ordures. Elle vient aussi. À la ferme, nous déciderons quoi faire. Je luttais comme un animal sauvage. Mordant, Griffant, Cryant, mais Julien était trop fort. Un coup à ma tempe me laissait étourdie, presque inconsciente. La dernière chose que je voyais, avant que l'obscurité ne m'enveloppe, était mon fils emporté hors de l'appartement, du sang coulant encore de sa tête. Quand je revenais à moi, j'étais dans le coffre d'une voiture, mince, et pieds liés, la bouche couverte de rubans adhésifs. Le véhicule roulait sur une route cahoteuse, chaque secousse envoyant des vagues de douleur dans mon corps meurtri. J'essayais de m'orienter, de comprendre combien de temps j'avais été inconsciente, où nous allions, mais c'était impossible à savoir. Mes pensées étaient avec Pierre. Était-il vivant? La blessure à la tête était grave. Il avait besoin de soins urgents. Et s'il saignait à l'intérieur du crâne? Et s'il avait une autre lésion cérébrale? Après tous ceux qu'il avait déjà surmontés,
La voiture s'arrêtait enfin. Après ce qui semblait une éternité, j'entendais des voix étouffées, des portes s'ouvrant, et se fermant. Puis le coffre s'ouvrait, laissant entrer l'air froid de la nuit. Nous étions à la campagne, loin de toute lumière urbaine. Le ciel étoilé aurait été magnifique en d'autres circonstances. Bienvenue dans votre nouvelle maison, disait René, me tirant brutalement du coffre, du moins pour les prochains jours, jusqu'à ce que nous décidions quoi faire de vous. Maja. Je regardais autour de moi désespérément, cherchant Pierre. Je le voyais traîner hors d'une autre voiture par Julien, toujours inconscient. Au moins il était vivant. Je pouvais voir sa poitrine se soulever et descendre avec sa respiration. Il nous emmenait dans une ferme simple, isolée au milieu de nulle part, de l'obscurité et des lumières lointaines. Je devinais que nous étions dans une zone rurale près de Rennes. À l'intérieur de la maison, nous étions jetés dans une petite pièce sans fenêtre, qui semblait préparée exprès pour nous garder prisonniers. Un vieux matelas au sol, un seau dans un coin, rien de plus. La porte était solide, avec plusieurs verrous à l'extérieur. René arrachait le ruban de ma bouche d'un coup, qui emportait de la peau. Criait sautante. Que vous laisse. Personne ne vous entendra ici. Dès qu'il nous laissait seuls, je me traînais vers Pierre, encore attaché, vérifiant ses signes vitaux. Sa respiration était plus régulière maintenant. Mais la blessure à la tête m'inquiétait trop. Elle avait cessé de saigner, formant une croûte épaisse, sombre, mais sans traitement approprié. Le risque d'infection était énorme. « Pierre !» murmurai-je, pressant mon visage contre le sien. « Pierre, réveille-toi, s'il te plaît. Monfils, ouvre les yeux. Léa !» Après plusieurs minutes d'essai, j'étais récompensé par un faible gémissement. Ses yeux s'ouvraient lentement, d'abord flous, jusqu'à ce qu'il parvienne à me reconnaître. Maman, quoi? Où sommes-nous? Chut, ne te fatigue pas, répondais-je, les larmes coulant sur mon visage, essayant d'expliquer la situation de la manière la moins effrayante possible, mais il n'y avait pas moyen d'adoucir la vérité. Nous étions kidnappés par les proches de Jacques, et nos perspectives n'étaient pas bonnes. Pendant les heures suivantes, nous travaillions ensemble pour essayer de défaire nos liens. Pierre, même blessé et faible, réussissait à s'asseoir, et nous utilisions le dos l'un de l'autre pour tenter de dénouer les cordes. C'était un processus lent et douloureux, la corde coupant notre peau. Mais l'alternative, attendre passivement ce qu'ils avaient prévu pour nous, n'était pas une option. Enfin, après ce qui semblait une éternité, je réussissais à desserrer les mains de Pierre. Avec ses doigts libres, il défaisait rapidement le reste de mes cordes. Puis je libérais ses pieds. Nous étions libres, mais toujours piégés dans cette pièce sans fenêtre avec une porte massive verrouillée de l'extérieur. Pierre était pâle, avec un regard fiévreux. La blessure à la tête était clairement en train de s'infecter. Nous devions sortir d'ici d'urgence. Il nous faut un plan, chuchotai-je, examinant chaque pouce de la pièce pour une possible sortie, ou quelque chose qui pourrait servir d'arme. La pièce était presque vide, mais je découvrais qu'une des lames du plancher était branlante. Avec effort, je réussissais à l'arracher. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un morceau de bois avec une pointe relativement tranchante. Mieux que rien, nous passions toute la nuit éveillés, attentifs à chaque bruit, nous préparant à la première opportunité de fuir. Pierre était visiblement de plus en plus mal, alternant entre des périodes de lucidité et de confusion. La fièvre augmentait, et il frissonnait parfois de froid. Malgré la chaleur étouffante de la pièce sans ventilation, « Si nous sortons d'ici, murmurait-il dans un moment de clarté, promets que nous ne fuirons plus, que nous ne nous cacherons plus, promets que nous affronterons cela, et mettrons fin à tout ça une fois pour toutes. » Je hochai la tête, tenant sa main chaude de fièvre. Je te les promets, mon fils, nous ne vivrons plus jamais dans la peur. Ouah. L'aube arrivait, apportant des bruits de mouvement dans la maison. Je me positionnais près de la porte, la planche ferme dans mes mains, prête à attaquer. Dès que quelqu'un entrerait, Pierre était assis sur le matelas, trop faible pour se tenir debout, mais déterminé à aider comme il pouvait. J'entendais le bruit des verrous s'ouvrant. Je prenais une profonde inspiration, me préparant. C'était notre seule chance. La porte s'ouvrait, et Julien entrait, portant un plateau avec ce qui semblait être du pain et de l'eau. Avant qu'il ne puisse réagir, je le frappais de toutes mes forces sur la tête. Il titubait, étourdi, lâchant le plateau. Je ne lui donnais pas le temps de se remettre. Je frappais encore, en cours, jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol.
Inconscient. Oh pire. Je ne m'arrêtais pas pour vérifier. Allons-y. Appelai-je Pierre, l'aidant à se lever. Il s'appuyait sur moi, pouvant à peine marcher. Nous sortions dans un couloir sombre, entendant des voix venant de ce qui semblait être la cuisine. René n'était pas seul. Il y avait au moins une autre personne dans la maison. Nous marchions aussi silencieusement que possible dans le couloir, cherchant la sortie. Pierre pesait de plus en plus sur moi, ses jambes cédant sous son poids. L'infection gagnait rapidement. Nous trouvions la porte arrière, et l'ouvrions prudemment. L'aube nous accueillait avec un paysage rural, des champs de pâturage, une route en terre au loin, aucune maison voisine visible. Nous étions vraiment isolés. Il faut courir, chuchotai-je, portant presque Pierre maintenant. Vers ce bois-là, bas, nous pouvons nous cacher, et ensuite rejoindre la route. Nous avions à peine fait quelques pas dehors, quand j'entendais un cri furieux, venant de l'intérieur de la maison. Ils avaient découvert notre évasion, et l'état de Julien. Ils se sont échappés. Prends le fusil. Ces mots me donnaient une force que je ne savais pas posséder. Je portais pratiquement Pierre, courant à travers les champs, vers le petit bois repéré. Derrière nous, j'entendais la porte claquer, et des pas lourds. Vous allez payer pour ça, criait René, sa voix chargée de haine. Vous allez payer cher. Nous atteignions le bord du bois. Quand j'entendais le premier coup de feu, le bruit tonitruant du fusil déchirait le silence matinal, faisant s'envoler les oiseaux effrayés des arbres. La balle passait loin, mais le second tir suivait immédiatement, touchant un arbre près de nous. Des éclats de bois volants. Maman, laisse moi, murmurait Pierre, presque inconscient. Va seule. Plus vite. Ya mais, répondais-je, le traînant dans le bois dense. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Mon fils, nous sortons ensemble. Yandians Head. Le bois nous offrait une certaine protection, rendant difficile pour René de viser. Mais il ralentissait aussi notre fuite, avec des branches et des racines pour trébucher, surtout en portant Pierre, qui était maintenant pratiquement inconscient. Après ce, qui semblait une éternité, à nous traîner dans la végétation, j'entendais le plus doux son du monde. L'eau courante. Un ruisseau traversait le bois, et là où il y avait de l'eau, il pouvait y avoir un sentier, peut être une route, peut être des gens. Nous suivions le cours d'eau, n'entendant plus les cris, ni les tirs derrière nous. Avait-il abandonné, ou nous contournait-il, prenant un autre chemin? Le ruisseau nous menait à une petite route en terre. Agné, à ma surprise, un soulagement absolu. Je voyais un vieux camion de l'égaré. Le conducteur, un homme âgé avec un chapeau de paille, semblait stupéfait. Quand nous émergions du bois, moi traînant mon fils à demi conscient, tous deux couverts de terre, de sang et de feuilles. Pour l'amour de Dieu, madame, que s'est-il passé? Avez-vous besoin d'aide? Hopita, était tout ce que je pouvais dire, avant que mes jambes ne cèdent enfin, nous faisant tomber tous deux sur la route poussiéreuse. Le vieux conducteur ne posait plus de questions. Il m'aidait à mettre Pierre à l'arrière du camion, parmi les bidons de lait, et conduisait aussi vite que ce vieux véhicule le permettait, jusqu'à l'hôpital le plus proche dans la petite ville de Redon. Les heures suivantes étaient un flou de lumière fluorescente, de voies médicales urgentes, de formulaires à remplir. Pierre était immédiatement emmené en chirurgie. Le coup à la tête avait causé un hématome sous-dural, qui devait être drainé d'urgence. L'infection était avancée, sa température corporelle dangereusement élevée. Pendant que les médecins luttaient pour sauver mon fils, je devais répondre aux questions inévitables de la police locale. Je racontais tout, notre vraie identité, l'histoire avec Jacques il y a des décennies, l'apparition soudaine de René et de son fils, l'enlèvement, notre évasion désespérée. Madame, vous dites que vous étiez retenue captive dans une ferme près d'ici, demandait le shérif, un homme d'âge moyen à l'expression sceptique, et que ces hommes sont des parents de votre ex-mari, mort il y a des années. Je comprenais son scepticisme. L'histoire semblait absurde, le produit d'un esprit perturbé. Mais les preuves étaient là. Nos blessures, les marques de cordes sur nos poignets et chevilles, l'état critique de Pierre, vous devez les trouver, insistai-je. Ils n'abandonneront pas. Ils continueront à nous traquer. Le shérif promettait d'enquêter, mais je voyais dans ses yeux qu'il ne me croyait pas entièrement. Après tout, sans une adresse exacte de la ferme, comment trouverait-il l'endroit? Et même s'il le trouvait, René et Julien auraient probablement déjà fui. Je passais 3 jours au chevet de Pierre en soins intensifs, dormant sur des chaises inconfortables,
ne mangeant que lorsque les infirmières insistent. Les médecins n'étaient pas optimistes. Même après avoir survécu à la chirurgie, l'infection s'était propagée, causant une septicémie. Sanko, déjà affaibli par les anciennes séquelles, luttait avec difficulté. La troisième nuit, je devais quitter la chambre brièvement pour parler avec le shérif, qui revenait avec des nouvelles. Ne voulant pas laisser Pierre seul, je demandais à l'infirmière de rester avec lui, jusqu'à mon retour. Elle acceptait, disant qu'elle en profiterait pour changer la perfusion et vérifier les signes vitaux. Le shérif m'attendait à la réception, avec une expression très différente de la précédente. Madame Leroy, nous avons trouvé la ferme que vous avez décrite. Il y avait des signes d'occupation récente, mais personne là-bas. Cependant, il hésitait, comme s'il choisissait ses mots. Nous avons trouvé le corps d'un jeune homme, enterré sur la propriété, apparemment mort depuis quelques jours, avec une blessure à la tête correspondant à la description que vous avez donnée du combat dans l'appartement. Je sentais un frisson me parcourir l'échine. Julien était mort. Je l'avais tué dans cette évasion désespérée, même en légitime défense, même pour protéger mon fils. L'idée d'avoir pris une vie me donnait la nausée. René a dû enterrer son propre fils avant de fuir, continuait le shérif. Cela rend la situation encore plus grave. Maintenant, il a encore plus de raisons de vouloir se venger. Oh, je n'avais à peine traité cette information, quand un tumulte dans le couloir attirait notre attention. Des cris, des pas précipités, le son de l'alarme d'urgence. Mon cœur se glaçait instantanément. Quelque chose se passait dans la chambre de Pierre. Je courais en arrière, suivi du shérif. La scène, que je trouvais, restera gravée dans mon esprit jusqu'à mon dernier jour. Pierre convulsait sur le lit, de l'écume sortant de sa bouche, pendant que l'équipe médicale essayait désespérément de le stabiliser. L'infirmière, qui était restée avec lui, était effondrée dans un coin, avec une seringue vide à côté d'elle. Que s'est-il passé? Criai-je, essayant d'atteindre mon fils. Écartez-vous, madame, ordonnait un médecin. Il fait une grave réaction allergique à quelque chose injecté dans la perfusion. Nous devons le réanimer. À cet instant, je voyais un mouvement dans le couloir. Un homme s'éloignait précipitamment. Jedos, même sans voir son visage, je reconnaissais la posture, la démarche. C'était René. C'est lui, criai-je au shérif. L'homme dans le couloir. S'estrenait. Le shérif réagissait immédiatement, courant après la silhouette, qui accélérait maintenant aussi son pas. J'étais déchiré entre suivre et rester avec Pierre, mais il n'y avait pas de vrai choix. Ma place était auprès de mon fils, qui luttait à nouveau pour sa vie. Les minutes suivantes étaient les plus longues de mon existence. L'équipe médicale travaillait frénétiquement, administrant des médicaments, essayant de contrer ce que René avait ordonné d'injecter dans la perfusion de Pierre. Des prières désespérées s'échappaient de mes lèvres, tandis que je regardais, impuissante, cette bataille pour la vie de mon fils. Enfin, après ce qui semblait une éternité, le médecin responsable s'éloignait du lit. Passant la main sur son visage épuisé, nous avons réussi à le stabiliser. Mais il est très faible. Les prochaines heures seront décisives. L'infirmière, qui était dans la chambre, maintenant consciente, disait qu'un homme vêtu de médecin était entré, disant qu'il devait vérifier la perfusion. Quand elle le questionnait, elle sentait une piqûre dans son bras et perdait connaissance. Il était évident que René avait tout planifié, observant probablement l'hôpital pendant des jours. Attendant son opportunité, le shérif revenait 1 heure plus tard. Frustré, il s'est échappé. Il avait une voiture qui l'attendait à l'arrière de l'hôpital. Mais maintenant, nous avons une description claire, et toutes les sorties de la ville sont surveillées. Ah ben, cette nuit-là, je ne quittais pas Pierre d'une seconde. 2 agents de police étaient assignés pour garder la porte de la chambre. Mais si à savais que cela ne suffirait pas, René avait prouvé être persistant, patient et implacable dans sa vengeance. Tant que nous serions vivants, nous ne serions pas en sécurité. C'est alors que je prenais la décision la plus difficile de ma vie, une décision qui changerait tout, mais qui pourrait être notre seule chance de survie. Aux petites heures du matin, dans cet hôpital de Redon, pendant que les agents de police somnolaient à la porte, et que Pierre respirait avec difficulté, relié à des tubes et des machines, je prenais la décision que je n'imaginais jamais devoir faire. Je prenais un morceau de papier et écrivais une note pour le shérif, expliquant ma décision. Puis, doucement,
J'embrassais le front de mon fils. Pardonne-moi. Mon amour, c'est le seul moyen de te garder en sécurité. Je me glissais furtivement hors de la chambre, passant devant les agents endormis. Dans le couloir désert de l'hôpital, je trouvais un téléphone public, que j'avais soigneusement planifié. J'avais besoin d'aide, et il n'y avait qu'une personne qui pouvait nous sauver à ce moment. 2 heures plus tard, une ambulance banalisée arrivait à l'arrière de l'hôpital. Le conducteur présentait des documents officiels, transfert urgent vers un hôpital spécialisé à Rennes. Les agents de police, ensommeillés et confus par la bureaucratie présentée, ne posaient pas beaucoup de questions. Après tout, le patient avait besoin de soins que cet hôpital de petite ville ne pouvait fournir. J'accompagnais Pierre dans l'ambulance, tenant sa main inerte tout le trajet, mais nous n'allions pas à Rennes. Nous nous dirigions vers une clinique privée à la périphérie de Nantes, où personne ne nous chercherait jamais. Une clinique dont le directeur devait une grande faveur à Madame Sophie Bisset, qui remuait ciel et terre pour nous aider. Après avoir reçu mon appel désespéré, le patient n'existe pas officiellement, expliquait le docteur Laurent. Quand nous arrivions, aucun dossier, aucun registre. Pour tous les effets, vous n'êtes jamais passé ici. C'est ainsi que Michel Leroy, ou Pierre Dubois, disparaissait de la carte une fois de plus, à l'hôpital de Redon. La police ne trouvait que ma note. Nous devons disparaître pour survivre. Ne nous cherchez pas. Un jour vous comprendrez. Pendant des semaines, Pierre luttait entre la vie et la mort dans cette clinique anonyme. La substance que René avait injectée dans la perfusion était un composé hautement toxique, causant une défaillance multiple des organes. Les médecins travaillaient sans relâche, essayant de renverser les dommages, mais le pronostic était sombre. S'il survit, il aura probablement des séquelles permanentes, expliquait le docteur Laurent, par un après-midi pluvieux, tandis que nous regardions Pierre à travers la vitre des soins intensifs. Le cerveau a manqué d'oxygénation adéquate pendant un temps significatif pendant les convulsions. Je hochais la tête, ravalant les larmes. Mon fils avait passé sa vie à surmonter des séquelles d'une première tentative de meurtre. Et maintenant, des décennies plus tard, il affrontait le même défi. L'histoire se répétait, comme une cruelle plaisanterie du destin. Pendant les longues nuits de veille au chevet de Pierre, je commençais à planifier notre prochaine vie. Nous ne pouvions pas redevenir Béatrice et Michel Leroy. Claire et Pierre Dubois étaient aussi compromis. Nous avions besoin de nouvelles identités, d'un nouvel endroit, d'un nouveau départ. Madame Sophie, notre ange gardien à distance, utilisait ses influences une fois de plus, par des contacts qu'elle ne voulait jamais m'expliquer en détail. Elle obtenait de nouveaux documents pour nous. Certificats, cartes d'identité, dossiers scolaires, tous ceux dont nous avions besoin pour recommencer comme Suzanne et André Moreau, mère et fils de Nantes. Vous devez aller loin, disait-elle au téléphone, lors d'une des rares fois où nous risquions de communiquer. Très loin, peut être un autre pays, mais un autre pays était hors de question. Pierre, maintenant, André, aurait besoin de soins médicaux continus, et nos ressources étaient limitées. Nous décidions du sud de la France. Biarritz semblait assez éloigné, un endroit où personne ne penserait à nous chercher. Après 3 mois à la clinique, Pierre était enfin sorti. Comme Madame Sophie l'avait prédit, les séquelles étaient significatives. Sa parole était altérée, trainante, et difficile. Le côté droit de son corps montrait une faiblesse musculaire, le forçant à utiliser une canne. Sa mémoire à court terme était affectée, le faisant répéter des questions, ou oublier des conversations récentes. Mais il était vivant, et tant qu'il y avait de la vie, il y aurait de l'espoir pour la récupération. Notre voyage vers Biarritz était long et épuisant. D'abord en bus jusqu'à Bordeaux, puis un vol jusqu'à Toulouse, et enfin un autre bus jusqu'à Biarritz. Pierre dormait la plupart du temps, épuisé par l'effort, et je restais en veille constante, sursautant à chaque personne qui entrait ou sortait, imaginant René dans chaque visage inconnu. Nous arrivions à destination par une soirée étouffante de 1994. Biarritz était une ville en expansion, mais conservait encore ce sentiment de frontière, un endroit en construction, parfait pour quelqu'un qui voulait se perdre. Recommencer, être juste un autre visage dans la foule. Avec les petites économies que nous avions, l'argent de la vente précipitée de l'appartement à Rennes, envoyé par Madame Sophie sur un compte anonyme, nous louions un appartement modeste dans un quartier simple. 2 chambres, un salon,
Una cuisine, une salle de bain, petit, mais propre, et accessible pour le fauteuil roulant, que Pierre devait utiliser les jours où la faiblesse dans sa jambe était plus intense. Serrons-nous bien ici. Maman, demandait-il cette première nuit, tandis que j'arrangeais les quelques affaires à apporter. Sa voix était différente maintenant, plus lente. Chaque mot un petit triomphe, sur les lésions cérébrales. Nous le serons. Monfils, nous irons bien. Yena savais passe. Si je le croyais vraiment, mais j'avais besoin de le croire. Pour sa santé mentale, pour la mienne, les premiers mois à Biarritz étaient une question d'adaptation. André commençait un programme intensif de rééducation à l'hôpital public, kinésithérapie 3 fois par semaine, orthophonie, ergothérapie. Les progrès étaient lents, mais constants. Peu à peu, sa parole devenait plus claire, sa jambe droite gagnait en force, l'indépendance revenait par de petits accomplissements quotidiens. J'obtenais un emploi dans une école primaire locale, pas comme enseignante, mais comme assistante administrative. Le salaire était minime, mais complété par la petite pension d'invalidité obtenue pour André, c'était assez pour soutenir notre vie simple. La nuit, après qu'André s'endormait, je laissais la peur revenir. Je vérifiais chaque serrure. 2, 3 fois, je contrôlais les fenêtres. Je dormais avec un couteau sous l'oreiller. L'ombre de René Martin planait encore sur nous. Même à des milliers de kilomètres. Serait-ce toujours ainsi? Vivrions-nous éternellement à regarder par-dessus notre épaule, attendant qu'il émerge des ombres pour finir ce qu'il avait commencé? Un an passait, puis un autre. Notre vie à Biarritz gagnait une routine paisible. André, avec un effort surhumain, obtenait un emploi de designer dans une petite imprimerie. Il travaillait à mi-temps, les jours où il se sentait assez bien. Son talent artistique, heureusement, avait été épargné par les lésions cérébrales. En 1996, je recevais une lettre anonyme par la poste. Juste une coupure de journal de Rennes. Le titre disait « Homme d'affaires condamné pour le meurtre de son propre fils ». Le texte rapportait que René Martin avait été arrêté, jugé et condamné à 25 ans de prison pour l'homicide de Julien. Le corps trouvé à la ferme avait des empreintes prouvant qu'René, et non moi, était l'auteur du crime. Apparemment, l'homme d'affaires avait maintenu son fils en agonie pendant des jours après une blessure à la tête, refusant de chercher de l'aide médicale, ce qui aggravait son état, et menait à la mort, disait le rapport. On croyait que le crime était lié à une histoire de violence familiale, remontant à des décennies. Il n'y avait pas d'adresse de retour sur la lettre, mais je reconnaissais l'écriture sur l'enveloppe. Madame Sophie, encore une fois, prenant soin de nous à distance. René était en prison, vraiment en prison, avec une longue peine. Pour la première fois depuis tant d'années, je me permettais de me détendre un peu. Juste peu, être. Le cauchemar était vraiment fini. Mais le mal était déjà fait. André ne serait plus jamais le même. Les années de tension constante avaient laissé des marques sur nous deux. La peur était devenue une compagne si constante, que nous ne savions plus vivre sans elle. En 1999, André rencontrait Rachel, une jeune professeure d'art, qui faisait du bénévolat au centre de rééducation. Elle voyait au-delà des cicatrices, au-delà de la parole traînante, et de la canne. Elle voyait l'homme doux, talentueux, et résilient, qu'était mon fils. Elle s'en fiche. Maman, me disait-il, les yeux brillants d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je lui ai tout raconté, sur l'accident, sur les séquelles. Elle lui a dit que ça me rend juste plus intéressant. Il ne disait pas toute la vérité. Bien sûr, il ne mentionnait pas nos vrais noms, ni la langue fuite, ni René. Certaines vérités étaient trop dangereuses à partager, même avec quelqu'un qu'on aime. Leur relation s'épanouissait lentement, avec la prudence de deux personnes qui ont assez connu la vie pour savoir que rien n'est garanti. En 2001, ils se mariaient dans une cérémonie simple dans le jardin de la petite maison qu'ils réussissaient à acheter ensemble. C'était le jour le plus heureux de ma vie, depuis la naissance de mon fils. Le voir là, en costume, malgré la chaleur de Biarritz, s'appuyant sur sa canne, mais debout par lui-même, prononçant ses vœux avec une voix encore légèrement traînante, mais pleine d'émotion. C'était comme si toutes les luttes, toutes les fuites, toutes les souffrances avaient enfin valu la peine. Il a réussi. Joseph, murmurai-je au ciel, imaginant que mon défunt mari, l'Evraï, le bon homme, que je connaissais avant Jacques, pouvait m'entendre de quelque part. Notre garçon a réussi. Tanda.
En 2013, ma petite fille Emily naissait, un bébé en bonne santé, parfait, avec les yeux verts du grand-père, qu'elle ne connaîtrait jamais. La tenir dans mes bras pour la première fois était comme fermer un cercle, la vie, malgré toutes les tentatives pour la détruire, avançait, se renouvelait, trouvait un chemin. André était un père dévoué, patient, aimant. Ses limitations physiques ne l'empêchaient pas de participer activement à l'éducation de sa fille, même les mauvais jours, quand la douleur dans sa jambe était presque insupportable, ou quand la mémoire défaillait, le frustrant jusqu'aux larmes. Il trouvait la force de lire une histoire, chanter une berceuse, dessiner un animal pour faire sourire Émilie. En 2016, je recevais une autre lettre anonyme. René Martin était mort en prison, apparemment d'une crise cardiaque massive sans chance de secours. C'était la fin définitive de notre cauchemar. Le dernier Martin, qui nous menaçait, avait quitté ce monde. Je pleurais en lisant la nouvelle. Pas de joie, comme on pourrait s'y attendre, mais de soulagement, d'épuisement, de deuil pour tous ceux que nous avions perdus, pour toutes les vies que cette famille avait détruites, y compris la leur. C'est fini. Mon fils, disais-je à André cette nuit-là, lui montrant la lettre, c'est vraiment fini. Il regardait le papier longtemps, puis moi, et enfin, Emily, qui jouait innocemment sur le tapis du salon. Non, maman, ce n'est pas fini, ça ne le sera jamais vraiment, ça fait partie de ce que nous sommes. Et il avait raison, bien sûr, la peur, la vigilance constante, les terreurs nocturnes, tout cela s'était si profondément ancré dans nos âmes, qu'il devenait inséparable de notre identité, même en sachant rationnellement que nous étions en sécurité. Le corps et l'esprit refusaient d'abandonner complètement les anciennes habitudes de survie. Les années suivantes apportaient une paix relative. André et Rachel avaient un autre enfant, Lucas. En 2008, ma petite famille grandissait, s'épanouissait contre toute attente. Je déménageais dans une petite maison près de la leur, pour être proche, mais leur donner l'espace d'être leur propre famille. Mais en vieillissant, une question me tourmentait de plus en plus. Emily et Lucas ne connaissaient pas leur véritable histoire familiale. Ils ne savaient pas qui ils étaient vraiment. D'où ils venaient. Ils vivaient sous de faux noms, des identités construites sur des mensonges nécessaires. Ils ont le droit de savoir. André, disais-je un après-midi de 2015, tandis que nous regardions les enfants jouer dans la cour. S'il nous arrive quelque chose, ils resteront sans connaître leurs vraies racines. Il soupirait, passant la main dans ses cheveux maintenant grisonnants aux tempes. La canne, compagne de décennies, reposant contre la chaise. Et-ils savent, qu'est-ce que ça leur apporte? Une histoire de violence, d'évasion, d'identité fausse. À quoi cela servirait-il? La vérité trouve toujours un chemin. Mon fils, mieux vaut qu'elle vienne de nous, avec amour, que découverte par hasard, causant confusion et douleur. Oh. Nous débattions du sujet pendant des mois. Rachel, quand elle était enfin incluse dans la conversation, était choquée de découvrir l'ampleur de ce que nous avions caché. Mais après la surprise initiale, c'était elle qui soutenait le plus l'idée de tout révéler aux enfants, de manière adaptée à leur âge, bien sûr, sans les détails les plus sombres. En 2018, lors d'une réunion familiale soigneusement planifiée, nous racontions une partie de l'histoire à Emily, maintenant 15 ans, et Lucas, 10 ans. Nous parlions de la nécessité de changer de nom pour échapper à de mauvaises personnes, de comment nous avions voyagé à travers la France pour trouver un endroit sûr. Nous gardions les détails les plus violents pour l'avenir, quand il serait plus mature pour comprendre. Donc, mon vrai nom n'est pas Émilie Moreau, demandait ma petite fille, les yeux écarquillés. Ton nom est Émilie, assurait André. Ça n'a jamais été un mensonge. C'est qui tu es, quel que soit le nom de famille. Les enfants absorbaient la révélation avec la résilience surprenante de la jeunesse. Pour eux, c'était presque comme une histoire d'aventure. Évasion secrète, nouvelles identités, méchants vaincus, la réalité du traumatisme, la peur constante, la violence, qui avait presque détruit notre famille, était encore incompréhensible pour leurs jeunes esprits, et peut-être était-ce mieux ainsi. En 2020, quand la pandémie frappait la France, nous faisions face à de nouveaux défis. André, avec son historique médical compliqué, était à haut risque. L'isolement forcé ramenait de vieux traumatismes, le sentiment d'enfermement, d'idanga imminente, des menaces invisibles. C'était des mois difficiles, ravivant des fantômes, que nous pensions apprivoiser.
C'est pendant cette période, confinée à la maison avec trop de temps pour penser, que je décidai que notre histoire devait être racontée, pas seulement pour notre famille, mais pour d'autres personnes qui pourraient traverser ce que nous avions vécu. Le cycle de l'abus, l'évasion désespérée, la reconstruction d'une vie à partir des décombres, quand les restrictions s'assouplissaient, et que nous pouvions nous réunir à nouveau. Je présentais l'idée à André. Il résistait initialement. C'est trop dangereux, maman, et douloureux de déterrer tout ça. Nous n'avons pas besoin d'utiliser de vrais noms. Nous pouvons changer des détails, mais l'essence, la vérité de ce que nous avons vécu, ça peut aider d'autres personnes à trouver la force de sortir de situations similaires. Après beaucoup de réflexion, il acceptait, à une condition. Seulement après mon départ, je ne veux pas revivre tout ça. Je respectais son souhait, bien sûr, mais je commençais à écrire en secret des pages, et des pages de souvenirs douloureux, détaillant chaque moment de notre voyage. C'était comme drainer un poison, qui coulait dans mes veines depuis des décennies. Douloureux, mais aussi purifiant. En janvier 2024, mon fils, mon guerrier, mon survivant, trouvait enfin le repos qu'il méritait. Un AVC l'emportait dans son sommeil, paisiblement, sans souffrance. À 55 ans, il partait, laissant une famille qu'il aimait, un héritage de courage et de résilience, et la liberté pour moi de raconter enfin notre histoire. Et ainsi, mes chers amis, j'arrive à la fin de ce récit, que j'ai commencé, il y a quelques semaines, de Béatrice Leroy à Claire Dubois à Suzanne Moreau. At fin, juste mamie Béatrice pour vous tous. J'ai partagé l'histoire la plus douloureuse, et aussi la plus importante de ma vie. Si vous lisez ceci, et vous reconnaissez dans une partie de cette histoire, si vous vivez dans la peur, si vous souffrez d'abus, si vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, je veux que vous sachiez qu'il y a un chemin. Il est difficile, il est effrayant, il semble souvent impossible, mais il existe, et vous méritez de le parcourir. Vous méritez de vivre sans peur, vous méritez d'être libre. Aujourd'hui, à 66 ans, je regarde en arrière, et vois une vie marquée par des tragédies inimaginables, mais aussi par une force que je ne savais pas posséder. Je vois les visages souriants de mes petits-enfants, la vie que mon fils a réussi à construire, malgré tout, et je sais que, d'une certaine manière, nous avons gagné. Ce n'était pas une victoire propre ou complète. Nous portons des cicatrices qui ne guériront jamais complètement, mais nous avons gagné. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire disant d'où vous venez. Partagez un peu de votre propre histoire. Si vous le souhaitez, j'aime lire vos mots et me connecter avec vous tous. Merveilleuse personne, un grand câlin de cette grand-mère qui a appris de la manière la plus dure que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que nous respirons, nous pouvons recommencer, et que parfois, des cendres des pires tragédies, naît la force que nous ne savions pas posséder. Jusqu'à la prochaine histoire.